Tous parano. Quand on voit ce qu'on voit, Quand on entend ce qu'on entend, on a bien raison de penser ce qu'on pense. Ouais, moi je suis parano. Tous parano. Nous écoute. Bienvenue dans Tous Parano. Aujourd'hui, on vous parle du plus vertigineux des complots, le 11 septembre. Imaginez, les attentats du 11 septembre cachent un complot gouvernemental destiné à manipuler l'opinion. Les attaques qui ont provoqué l'effondrement des tours jumelles au cœur de New York et la destruction d'une partie du Pentagone n'ont pas été réalisées par des kamikazes étrangers, mais par le complexe militaro-industriel des États-Unis. La Maison-Blanche et les services de renseignement savaient tout depuis le début. Mais ils n'ont rien fait pour éviter le drame. Oussama Ben Laden n'est pas le véritable commanditaire des opérations. Le leader d'Al-Qaïda n'est qu'une marionnette de la CIA qui n'a jamais cessé de travailler pour les services secrets américains. Le but de cette conspiration d'une ampleur inégalée, faire main basse sur les réserves de pétrole du Moyen-Orient et suspendre les libertés individuelles aux États-Unis en instaurant une forme de régime militaire. Et depuis 2 décennies, les présidents successifs des États-Unis, soumis aux puissances financières, continuent de tout mettre en œuvre pour discréditer ceux qui souhaitent rétablir la vérité. Le 11 septembre, c'est l'occasion pour tous parano de revenir sur l'événement géopolitique le plus important du XXIe siècle et de s'immerger dans les théories qui forment la matrice du complotisme 2.0. Oussama, vous avez déstabilisé durablement le monde avec ces attentats. C'est un point de vue que je qualifierais de pessimiste. Vous êtes très pessimiste, vous autres occidentaux. Oui, il faut avouer qu'en ce moment... Ça va aller, Inch'Allah. Vous, les occidentaux, vous avez jamais été aussi unis. Et ça, c'est grâce à moi. Pour votre économie, vous êtes tous solidaires. Et ça, grâce à qui? Ben Laden. Eh oui. En plus, vous avez trouvé un ennemi commun. Moi. Que Wallah, t'en avais plus depuis les communistes, que t'étais bien embêté pour justifier le budget de l'armée. Dans les rues de tes villes, tu peux mettre la police partout. Les gens, ils disent rien. Et tu vas contrôler tous les gouvernements du monde pendant 30 ans. Alors on dit merci qui? Merci Ben Laden. Tous parano. Bon, ça fait plaisir de se retrouver là, tous les deux, hein. Ah bah ouais, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas enregistré un épisode de Tous Parano. Ça me fait tout drôle de revoir ta tête après ces quelques mois de pause. C'est le moment de trinquer, hein. Allez, petite tradition pour le lancement de chaque nouvelle saison que l'on se doit de respecter. Ah bah moi tu sais, les traditions ça me parle. Ça, c'est ton côté conservateur. Oh bah tout de suite, les grands mots. On a à peine démarré que ça colle les étiquettes. Bon, qu'est-ce qu'on boit du coup? Je t'ai sorti une petite bouteille de ma cave que je gardais évidemment pour une grande occasion. C'est un Château Latour. Un Château Latour, mais ça a l'air bien ça. Bah ouais, de circonstances, comme je te dis. Allez, à la tienne. Allez, santé monsieur, et longue vie à Tous Parano. Et oui, surtout qu'aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau quand même. Le 11 septembre. Oui, le 11 septembre. Si vous, chers jeunes auditeurs, vous n'en avez pas le souvenir, voire n'étiez pas encore nés, sachez que pour les gens de notre génération, c'est sans doute l'événement le plus mémorable de notre jeunesse. Ah oui, ça c'est sûr. C'est un peu comme l'assassinat de JFK pour les boomers. Toutes les personnes de notre âge se rappellent forcément de ce moment-là. Ah bah tiens, tu te souviens toi du coup de ce que tu faisais au moment de l'effondrement des tours? Évidemment. J'étais dans un magasin de bricolage, c'était la rentrée universitaire en fait, et je venais d'emménager dans un nouvel appart, chercher quelques babioles, et alors que j'étais dans les rayons du magasin, tout à coup la musique de la radio s'arrête, et puis c'est un flash spécial qui commence avec un journaliste qui annonce qu'une tour du World Trade Center venait de s'effondrer après avoir été percutée par un avion. Je me souviens alors avoir ressenti une espèce d'émotion complètement indescriptible. T'as pas vu les images alors à la télé? En fait, j'ai lâché ce que j'étais en train de faire, et puis j'ai couru chez un pote, Sam, qui habitait à 10 minutes. Alors, il avait évidemment sa télé allumée sur France 2, qui avait alors interrompu ses programmes. À peine arrivé chez lui, le temps de boire une bière, il me raconte un peu ce qu'il avait vu, et là, on assiste, médusé, à l'effondrement de la seconde tour. Je peux dire que je suis resté scotché sur son canapé toute la journée. Et toi, tu t'en souviens? Bah ouais, évidemment. Et puis je dois dire que cet événement m'a d'autant plus marqué que quelques mois avant, au mois de mars 2001, j'ai visité New York et je suis monté sur les tours jumelles.
Enfin, du coup, il y avait une sorte de proximité dans ma tête, quoi. Et donc, ce 11 septembre, là, j'étais au soleil, en Corse, près de Calvi. C'était les vacances chez un ami. Et puis, je passais du bon temps sur la plage. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire là-bas ? On buvait un verre à la paillote, les pieds dans le sable. Et puis, il y avait le poste de radio du bar qui crachait énergie ou je ne sais quelle radio. Et puis, entre deux tubes, un journaliste raconte qu'un avion a percuté les tours à New York. Et que d'autres avions sont détournés. Il y avait une sorte de confusion, quoi. Alors nous, ni une ni deux, on a sauté dans sa bagnole pour aller à la maison voir ça sur LCI, parce que par chance, lui, il avait le satellite, et donc une chaîne info, ce qui était rare, quoi. Oui, c'était pas donné à tout le monde à cette époque, en effet. Et donc, comme toi, hein, les yeux ébahis, on a assisté en direct à la suite des événements, une bière à la main aussi. On se refait pas. Chute des tours, incertitude en direct sur le nombre d'avions en perdition, on a été tenus comme ça en haleine, on était scotchés à l'écran toute la journée. Et puis, pour finir quand même, je me souviens aussi du soir, on est allé en ville boire un verre encore, et les gens, ils restaient devant les vitrines des marchands de télé à regarder ensemble les images qui passaient en boucle, et puis ça commentait, on avait l'impression qu'on vivait un truc qui marque l'histoire, et d'ailleurs ça s'est vérifié, quoi. Ouais, c'était vraiment dingue hein, quand on y repense. Hein. D'ailleurs, je pense que on peut le dire, hein, c'est le premier événement de cette ampleur qu'on a tous vécu en direct. Hein. Ça paraît quelque chose d'un peu évident, mais non, hein, c'est quasiment le cas presque à chaque attentat notamment, mais c'était bien la première fois de l'histoire qu'une catastrophe d'une telle ampleur aussi tragique se produisait en live devant nos yeux. Ouais, incroyable. Des centaines de millions de personnes de par le monde ont assisté au déroulement de cette tragédie, minute par minute. Et on a tous vu la même chose. Enfin, c'est ce qu'on pensait. Ouais. Parce que rapidement, certains allaient remettre en cause ce que l'on a pris pour vrai. Alors écoute, avant d'aborder justement la naissance et la propagation des théories du complot sur le 11 septembre, commençons peut-être par faire un déroulé rapide de cette journée hein, qui a marqué l'histoire et dont les conséquences, plus de 20 ans après, se font toujours sentir. La scène est plus incroyable que le scénario de la tour infernale. Tout a commencé ce matin à 8h43 à New York. Une première explosion a retenti en plein Manhattan. Un avion de ligne avec 58 passagers à son bord vient de heurter l'une des tours du World Trade Center. La télévision américaine braque ses caméras sur la tour en feu quand, 18 minutes plus tard, un second avion apparaît dans le ciel. Il s'agit cette fois d'un Boeing 767 d'American Airlines détourné depuis Boston avec 81 passagers à son bord. Il va percuter la tour jumelle de plein fouet en direct devant les téléspectateurs du monde entier. L'explosion est terrible. 40 minutes plus tard, à Washington, un troisième avion s'écrase sur le Pentagone, le plus stratégique de tous les bâtiments militaires américains. Puis un quatrième appareil, un 747 s'écrase en Pennsylvanie. Ces 4 avions de ligne détournés provenaient de 3 villes différentes et transportaient 266 passagers. À New York, les 2 avions transformés en missiles ont percuté les 2 tours au moment de l'arrivée au bureau des 50 000 personnes qui travaillaient au World Trade Center. Des dizaines d'employés font des signes, désespérés. D'autres vont choisir de se jeter par les fenêtres. Et ce n'est pas fini. 1 heure après, les 2 tours de 290 000 tonnes chacune s'effondrent comme de vulgaires châteaux de cartes. L'impensable vient d'arriver. Le quartier est enseveli sous des tonnes de poussière. En fin de soirée, un 3e building, voisin des Twin Towers, s'effondre à son tour sous le contre-coup. Image saisissante, digne de l'un de ces films de science-fiction dont raffolent les Américains. Mais hier à New York, il ne s'agissait pas de cinéma. Bon, on va faire le bilan humain quand même. Hein. On parle de l'attentat le plus meurtrier de l'histoire, donc un petit mot là-dessus. Ouais. Donc, on dénombre 2753 morts sur le site du World Trade Center, 184 morts au Pentagone, auxquels s'ajoutent les 40 morts du vol 93, celui qui s'est écrasé dans un champ en Pennsylvanie. Soit un total de 2977 morts, inclus les 19 pirates de l'air. Alors évidemment, on n'a pas eu ces chiffres-là tout de suite. Hein. On a même pensé sur le moment que le bilan humain serait beaucoup plus lourd, étant donné l'ampleur des destructions, bien sûr. Et ça s'explique notamment parce que l'évacuation des Twin Towers a rapidement été menée. Par exemple, dans la première tour à avoir été percutée... Oui, c'est la tour 1 qui est la seconde à s'être effondrée. C'est 99% des personnes présentes dans les lieux qui ont survécu.
En revanche, les personnes travaillant dans les étages situés au-dessus des zones détruites par les crashs des avions n'ont eu quasi aucune chance de survie. Par exemple, toujours pour la Tour 1, aucune des 1355 personnes situées au-delà du 91e étage n'a pu survivre. Alors, il faut dire aussi qu'avant l'attaque, 17 400 personnes étaient présentes dans la tour, loin des 40 à 50 000 occupants habituels en début de journée. Et plusieurs explications à cela. C'était la rentrée scolaire et une élection primaire se tenait ce jour-là, ce qui a pu retarder l'arrivée de nombreux travailleurs. Et si les deux tours avaient été pleinement occupées, on estime que plus de 3 heures auraient été nécessaires pour évacuer chacun des bâtiments, ce qui aurait pu porter le bilan humain aussi à près de 14 000 morts. Mais ce qu'il faut dire également, et on va s'arrêter là, c'est que près de 3900 survivants des attentats sont décédés depuis 2001. On parle bien de morts en lien direct avec le 11 septembre. Oui, c'est ça, des morts cause maladies respiratoires ou digestives, de cancer ou encore de maladies mentales. Et évidemment, c'est les secouristes. Les pompiers, les médecins, les policiers. Qui ont payé le plus lourd tribut. Avec 2900 décès dans les 20 ans qui ont suivi l'attentat. Et aujourd'hui encore, on estime qu'au moins 65 000 personnes souffrent d'une maladie liée aux attaques. Tous parano. Revenons au 11 septembre et aux premières réactions face à l'événement. Quelques heures se sont passées depuis l'effondrement des tours. Le choc est total. Pour la première fois de leur histoire, les États-Unis sont touchés sur leur propre sol. C'en est fini du mythe de l'Amérique invincible. Un nouveau terme apparaît dans les discours, l'hyper-terrorisme. Seul mot à même de décrire la nouvelle réalité dans laquelle nous sommes entrés depuis quelques heures. Et ce qui frappe alors les spectateurs, ainsi que les analystes en plateau, c'est tout d'abord à quel point cette opération est sophistiquée. La préparation d'un tel attentat laisse supposer des mois, voire des années d'élaboration. Ce sont vraisemblablement des centaines de personnes qui ont participé à ce complot contre la puissance américaine. L'efficacité, entre guillemets, de l'opération, la capacité qu'ont eu les terroristes à synchroniser leurs actions, étonne et immédiatement plusieurs questions se posent. Comment se fait-il que des avions de l'US Air Force ne sont pas parvenus à intercepter, voire à abattre au moins l'un des 4 avions détournés ? Ou encore, comment expliquer la faillite des services de renseignement américains ? En premier lieu la CIA, mais aussi le FBI, la police des frontières. Comment se fait-il que les 19 pirates n'aient pas été détectés à l'embarquement ? D'autant plus qu'ils se sont enregistrés sous leur véritable identité. Et puis surtout un dernier point concernant le commanditaire de l'opération, un certain Oussama Ben Laden. On peut être surpris qu'on informe l'opinion via les chaînes de télé de l'identité supposée du cerveau de l'attentat, et ce, seulement 2 heures après l'effondrement de la seconde tour. Et oui, l'Amérique n'a jamais semblé aussi vulnérable, les services de renseignement aussi à l'ouest, mais l'enquête, elle par contre, elle avance avec une rapidité aussi sidérante que l'attaque des tours jumelles. Il y a là quelque chose de paradoxal. Alors que les incendies ravagent toujours le site du World Trade Center, c'est comme si on avait déjà le fin mot de l'affaire. Ouais, c'est tout à fait ça. Et personnellement, je me rappelle très bien qu'à ce moment-là, alors que je suivais les événements en direct à la télé, j'avais été frappé par l'assurance des experts présents sur les plateaux. Tous unanimes pour pointer la responsabilité d'Oussama Ben Laden. C'était quelqu'un qui était absolument inconnu du grand public. Ouais, ça c'est ton côté parano, non ? Ouais, bon, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais c'est vrai que ça ne s'arrange pas trop avec le temps. Alors, si le commanditaire des attentats est tout désigné, son mobile ne semble non plus pas faire de doute. Pour Ben Laden, les États-Unis, c'est le grand Satan. Pour lui, il existe une alliance judéo-croisée qui colonise le territoire sacré de l'islam en Arabie. Le but premier de l'attaque, c'est de chasser les mécréants en humiliant l'Amérique. Autrement dit, c'est la présence de bases militaires américaines à proximité de la Mecque, en Arabie Saoudite donc, qui est présentée comme la raison première de l'attaque du 11 septembre. En tout cas, côté américain, la riposte ne va pas tarder. Dès le soir de l'attaque, George W. Bush s'adresse à la nation et annonce la couleur. La guerre contre la terreur est lancée. Tous ceux qui ont un rapport de près ou de loin avec Ben Laden, et en premier lieu les talibans, peuvent commencer à s'inquiéter. Écoutons-le. Les recherches sont en cours pour débusquer ceux qui sont derrière ces actes pervers. J'ai orienté toutes les ressources des services de renseignement pour trouver les responsables et les traduire en justice. Nous ne ferons aucune distinction entre les terroristes qui ont commis ces actes et ceux qui les ont abrités. L'Amérique, nos amis
Et nos alliés se joignent à tous ceux qui veulent la paix et la sécurité dans le monde. Nous sommes unis pour gagner la guerre contre le terrorisme. Tous Parano. Alors que les braises du World Trade Center ne sont pas éteintes, un homme, dont on aurait déjà pu vous parler plusieurs fois dans Tous Parano, va être le premier à douter du récit officiel qui prend rapidement forme sous nos yeux éberlués. Oui, cet homme, c'est Lyndon LaRouche, un personnage unique dans la vie politique américaine. Faisons peut-être le portrait du pionnier des théories du complot portant sur le 11 septembre. Bah oui, Lyndon LaRouche est né dans le New Hampshire en 1922. C'est l'aîné de 3 enfants, ses parents sont devenus Quakers et lui interdisent de se battre avec d'autres enfants, même en cas de légitime défense, ce qui, selon lui, a conduit, je cite, à des années d'enfer. Il raconte ainsi qu'il passait enfant la plus grande partie de son temps seul, en faisant de longues promenades à travers les bois et en s'identifiant à de grands philosophes. Oh, c'est bucolique et intellectuel, quoi. Après le lycée, il rejoint l'université, mais la Seconde Guerre mondiale éclate. Il décide alors de rejoindre l'armée américaine en tant que non-combattant, bien sûr, et il sert en Inde et en Birmanie dans des unités médicales pendant toute la durée du conflit. Oui, c'est ça, il est objecteur de conscience, ses croyances religieuses lui interdisant de prendre les armes, comme vous l'avez compris. Et en Inde, il développe une sympathie pour le mouvement indépendantiste, ainsi qu'une hostilité très forte vis-à-vis de l'Empire britannique, qui sera au cœur, nous y reviendrons, de sa pensée politique. De retour aux États-Unis, il se convertit au trotskisme et devient un militant communiste très actif dans la région de New York. Il intègre alors des cercles de plus en plus radicaux de l'extrême gauche. En 1968, il donne également des cours de marxisme à la Free School de New York, qui attire de nombreux étudiants de la prestigieuse université Columbia. Et ces jeunes vont constituer le premier noyau dur de ses partisans. Et une période agitée débute. Dans la rue ou lors de réunions, les partisans de LaRouche, souvent armés de chaînes, de battes et de bâtons, attaquent ce qu'ils appellent les proto-fascistes de gauche. Des membres du Parti communiste, par exemple, mais aussi des militants du Black Power. Au sommet du Parti communiste américain, on décide de faire assassiner LaRouche quand même. Alors, pour plaider son cas, il rencontre secrètement des responsables de l'Union soviétique, liés au PC américain évidemment. Mais bon, ces rencontres sont sans succès. Et LaRouche devient de plus en plus paranoïaque. Il est persuadé que le FBI comme l'URSS ont mis sa tête à prix. Là, tous parano. En parallèle, il établit un camp d'entraînement paramilitaire dans l'État de New York. Des techniques de combat y sont enseignées à ses partisans. Et c'est à peu près à ce moment-là que l'organisation de LaRouche abandonne le marxisme pour virer complètement à l'extrême droite. En 1979, un article du New York Times révèle ainsi que LaRouche a noué des contacts avec le Ku Klux Klan, ce que le principal intéressé dément fermement, mais bon. Et ce qui peut apparaître un peu surprenant, c'est que LaRouche parvient à tisser à cette époque un réseau mondial de sympathisants. Au Canada, en France, en Italie, en Allemagne, en Australie, mais aussi dans plusieurs pays d'Amérique du Sud. Mais aussi, et c'est ce qui est peut-être encore plus étonnant, dans plusieurs pays du bloc de l'Est. Hongrie, Pologne et même en URSS. Il a le bras long. Au tout début des années 80, LaRouche va aussi infiltrer le Parti démocrate, au point qu'il va se porter candidat à chaque investiture pour l'élection présidentielle. Et oui, record à battre 8 fois au total, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000 et 2004. Et ce, malgré le fait qu'il soit condamné en 88 à 15 ans de prison pour fraude fiscale. Il faut dire qu'en peu plus de 10 ans, depuis qu'il a commencé à infiltrer le Parti démocrate, eh bien LaRouche aurait accumulé un sacré pactole. Certaines estimations parlent de 200 millions de dollars. Il sera finalement libéré en 94 sur parole. Et jusqu'à sa mort en 2018, eh bien, il n'aura de cesse de propager des idées qui touchent très souvent au complotisme. Bon, voilà pour son parcours, assez cocasse quand même, et c'est le moment d'expliquer rapidement quelle est sa pensée politique, parce qu'elle est quand même là aussi assez originale. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que chez LaRouche, l'impérialisme britannique et la puissance américaine ont façonné le système financier mondial, qui est pour lui l'ennemi principal à abattre. Et derrière ce système financier, il y a des hommes, une élite de l'ombre, qui œuvrent à renforcer leur pouvoir aux dépens des peuples. Et pour cela, ils n'hésitent pas à utiliser un certain nombre de moyens pour abrutir les masses. Alors pour n'en citer que quelques-uns, et tout ça est vrai, la psychothérapie, la drogue, la musique rock,
le jazz, l'écologie et la théorie quantique. Ouais, il tire dans tous les sens, quoi. Autant de leviers qui, activés en tout cas au bon moment, ont pour but de provoquer un nouvel âge sombre dans lequel le monde sera gouverné par des oligarques tyranniques. Et c'est ainsi que lorsque le 11 septembre survient, il considère immédiatement qu'il y a un complot derrière les attentats. Eh oui, le jour même des attentats, Larouche est interviewé sur une radio locale à Salt Lake City. Et alors qu'il est au milieu de l'entretien, il apprend, comme toi et moi, que 2 avions ont percuté les tours jumelles. Réagissant en direct au récit qui est en train de prendre forme, il devient ainsi le tout premier à développer l'idée que l'attaque du 11 septembre, c'est en fait une manipulation. Il va notamment affirmer que Ben Laden est contrôlé par la Maison-Blanche. Donc, moment historique s'il en est, on va vous faire écouter la toute première formulation de la théorie du complot sur le 11 septembre, un échange entre Lyndon LaRouche donc, et l'animateur de cette radio, nommé Jack Stockwell. Est-ce qu'il y a une raison de penser que ça serait autre chose qu'Osama Ben Laden ? Osama Ben Laden est une identité contrôlée. Osama Ben Laden n'est pas une force indépendante. Rappelez-vous comment il est devenu qui il est. Donc maintenant, on peut tout mettre sur le dos d'Osama Ben Laden, le tuer et dire qu'on a résolu le problème. Mais on ne doit jamais oublier qui a créé Osama Ben Laden. Qui l'a protégé et déployé ses forces. Et pourquoi ? Mais bon sang, pour quelle raison on enverrait un avion dans le World Trade Center ? Tout ça, c'est pour créer une provocation à l'intérieur des États-Unis. C'est la seule raison pour laquelle ça aurait été fait. Ça, c'est manipulation et manipulation. De toute façon, on saura jamais. LaRouche est une voix qui compte. Il bénéficie de l'adoration quasi sectaire des militants de l'organisation politique qu'il préside. Et comme on l'a vu, il peut profiter de relais à l'international. En France, un autre ancien candidat à la présidentielle s'inscrit ainsi depuis des années dans son sillage, c'est Jacques Cheminade. Et donc c'est par son entremise que les thèses complotistes de Lyndon LaRouche arrivent dans l'Hexagone. Oui, Cheminade, donc un homme politique qu'on avait déjà évoqué dans Tous Parano et qui a été candidat aux élections présidentielles de 95, 2012 et 2017, bien qu'il n'ait jamais dépassé les 0,3% de suffrages exprimés. Et Cheminade a souvent été raillé dans les médias pour ses idées, pour le moins iconoclastes. Oui, c'est ça, des idées assez barrées même on pourrait dire. Alors pour n'en citer que quelques-unes, il a l'idée qu'il faut industrialiser la Lune, afin d'en faire, je cite, une base pour la production d'énergie par la fusion thermonucléaire contrôlée, ou encore qu'il faut mettre le paquet en stimulant l'exploration martienne pour, je cite encore, y créer les conditions d'une possible vie. Et donc Cheminade, c'est bien le premier à introduire cette théorie du complot en France. Il énonce ainsi seulement quelques jours après les attaques, je cite, que le 11 septembre profite aux Américains et suggère ainsi que c'est du terrorisme fabriqué. Il parle donc volontiers de mise en scène. Allez, écoutons-le. Toute une partie du montage du 11 septembre ne tient pas. Ce n'est qu'en Europe où on nous dit de nous taire si on remet en cause cette chose. Comment de l'acier ignifugé, de l'acier qui était protégé par de l'amiante, comment cette chose aurait-elle pu fondre de cette façon et les tours tomber comme elles sont tombées ? C'est littéralement impossible, c'est un montage, c'est un mensonge. Malgré l'omniprésence des attentats et de leurs conséquences immédiates à la télévision, comme dans les journaux, les propos de Cheminade sont ignorés par les médias. Il faut dire que l'heure n'est pas à la polémique, mais plutôt à une solidarité inconditionnelle avec l'Amérique. Souvenez-vous, nous sommes tous américains. Et oui, la diffusion de ces idées complotistes est d'abord lente et souterraine. Pour l'instant, seuls des petits groupes en parlent, notamment sur des forums privés confidentiels, dont c'est un peu l'âge d'or. Ouais, il faut se remettre dans le contexte. Il n'y a pas encore de réseaux sociaux à cette époque. Google n'a pas encore été fondé, bref, l'Internet n'est pas encore démocratisé. Et du coup, le grand public passe complètement à côté de ces approches alternatives qui aujourd'hui fleuriraient. Et donc, sur ces forums, ils sont une poignée à rebondir sur les théories de Jacques Cheminade. Et si on fait un peu d'archéologie du web, on trouve ainsi la trace d'une petite équipe d'enquêteurs virtuels qui se met en place seulement quelques semaines après les attentats. On y trouve Pierre-Henri Brunel, c'est un ancien soldat condamné pour trahison, Stéphane Dja, un ex-parachutiste à la tête d'un site amateur consacré à la DGSE, Hubert Marty Vrayance, lui il est policier et commissaire au RG, et Emmanuel Ratier, un polémiste proche du Front National, qui a été journaliste à Minute et qui a fondé la revue Faits et Documents.
Une revue qui existe toujours et dont on vous avait parlé au cours de notre épisode de l'été parano consacré à Brigitte Macron. On retrouve en tout cas parmi ces premiers théoriciens français du 11 septembre à peu près le même profil. Des hommes qui ont des liens avec la police, l'armée ou les services de renseignement et situés à l'extrême droite. Mais c'est pourtant un homme venu de la gauche qui va faire accéder ses idées à la notoriété. Et pas seulement en France, mais aussi dans le monde entier. Cet homme, c'est Thierry Meyssan. Tous parano. Tous parano. Tous parano. Thierry Meyssan, c'est donc l'homme par qui le scandale arrive. Alors, qui est celui qui apparaît comme le premier grand propagateur des théories du complot sur le 11 septembre ? Un homme dont l'influence, comme tu le disais, va être mondiale. Eh bien, Thierry Meyssan, c'est un écrivain français, né en 1957 à Talence, dans une famille bourgeoise et catholique pratiquante. Son père Michel est conseiller municipal à Bordeaux et c'est un proche de Jacques Chaban-Delmas. Chaban, pour les plus jeunes, c'est pas un homme politique de second rang, hein. Il a été Premier ministre sous Pompidou, député gaulliste pendant près de 25 ans et maire de Bordeaux pendant 47 ans. Oui, de 1947 à 1995 pour être précis, car à l'époque, il n'y avait pas d'interdiction de cumul des mandats. Ouais. En tout cas, Meyssan, dans sa jeunesse, est proche de Dieu, pour le plus grand bonheur de sa mère, qui dirige les œuvres diocésaines pour la région Aquitaine. En effet, il milite alors dans le mouvement chrétien dit du renouveau charismatique et suit même des études de théologie au séminaire d'Orléans. Mais dans les années 80, il fait son coming out, il s'affirme homosexuel et se sépare alors de son épouse, avec laquelle il s'était marié en 1976 et avec qui il avait eu un fils, tournant ainsi le dos à son éducation catholique. Aux grandes dames de sa maman. Une nouvelle vie commence, en tout cas pour lui. En 89, Thierry Meyssan crée le projet Ornicard, destiné, je cite, à lutter contre les discriminations fondées sur la sexualité. Il est notamment en première ligne pour la dépénalisation de l'homosexualité au niveau européen. Et en mars 1994, il fonde le réseau Voltaire, dont l'objectif déclaré est la défense de la liberté d'expression et de la laïcité. Cette association va notamment publier des enquêtes sur le Front National qui vont faire date. Et il fait de la politique, hein. À partir de 94, il est secrétaire national du Parti radical de gauche. De 96 à 99, il joue un rôle politique majeur puisqu'il rassemble chaque semaine les 45 principaux partis politiques, syndicats et associations de gauche pour élaborer une réponse commune face à ce qu'il nomme la montée de l'intolérance. L'extrême droite, quoi. C'est donc un homme de réseau, hein. Il se dit que son appartenance à la franc-maçonnerie joue en sa faveur. Il tire de fait une grande partie de sa légitimité en tant que membre du Grand Orient de France. Le réseau Voltaire lui-même est décrit à l'époque par le journal Le Monde comme un collectif de la mouvance franc-maçonne qui est approvisionné en informations par des contacts au sein des ministères et des services de renseignement. Des contacts qu'on imagine aisément appartenant aux francs-maçons. Oula, on imagine. On imagine facilement. Figure de gauche incontournable, activiste homosexuel, libre penseur bénéficiant de relations haut placées, il jouit alors d'une excellente réputation et est écouté par tous les grands médias français. Mais après le 11 septembre, il va se tracer une nouvelle destinée. Et oui, marqué par ce qu'il voit sur son poste de télé ce jour-là, il commence à se poser des questions. Et de fil en aiguille, il prend contact avec quelqu'un qui va avoir une influence considérable sur lui, Hubert Marty-Vraillance. Rappelez-vous, on a mentionné rapidement ce personnage tout à l'heure. Marty-Vraillance, c'est le commissaire DRG aux sympathies d'extrême droite. Qui lui file plein d'infos et c'est ainsi qu'à partir du 8 octobre 2001, Meyssan commence à tester scénarios et arguments alternatifs sur son site internet dans plusieurs articles. Les avions précipités dans les tours jumelles auraient-ils pu être pilotés à distance ? Est-ce que les débris retrouvés en Pennsylvanie sont vraiment ceux du vol 93 ? Est-il possible qu'aucun appareil ne se soit écrasé sur le Pentagone ? Et Thierry Meyssan en arrive finalement assez vite à l'idée qu'on nous aurait menti. Ces thèses commencent à circuler, il décide de les rassembler dans un livre. Oui, un livre qui va faire date, L'effroyable imposture, qui paraît le 11 mars 2002 aux éditions Carnot. Flairant le coup médiatique, Thierry Ardisson reçoit néanmoins l'auteur sur France 2 dans son émission Tout le monde en parle, l'émission star de l'époque. C'est le 16 mars 2002, soit 6 mois après les attentats.
Oui, comme tu l'as dit, tout le monde en parle. C'est sans doute l'émission la plus populaire à ce moment-là. En tout cas, les éditeurs se battent pour y placer leurs écrivains, car il se dit à cette époque, en effet, qu'un auteur qui passe chez Ardisson, il est plus ou moins assuré de vendre au bas mot 200 000 ouvrages dans les semaines qui suivent la diffusion de l'émission. Et donc Messant, pendant près de 30 minutes, va dérouler sa thèse. Les invités sont stupéfaits par ce qu'ils entendent. Surtout, c'est la première fois que le grand public est touché par cette théorie du complot. On n'a qu'à en écouter un extrait. Alors après le 11 septembre, Thierry Messant, vous mettez en doute la théorie selon laquelle les attentats du 11 septembre sont le fait d'ennemis extérieurs. En fait, vous dites qu'il s'agirait d'une macabre mise en scène, un complot intérieur organisé par le lobby militaire pour augmenter le budget de l'armement. Aucun avion ne s'est écrasé sur le Pentagone. Je monte le livre. Alors, quand on regarde les photos qui sont disponibles sur cet attentat, qu'on se fonde d'abord sur les photos fournies par le département de la Défense et sur les photos diffusées par Associated Press juste après l'attentat, on peut constater qu'il y a une impossibilité matérielle pour que la version officielle fonctionne. C'est-à-dire ça s'effondre par soi-même. Je sens qu'on va pas s'ennuyer ce soir. C'est chaud là. C'est chaud bouillant, ouais. Alors, résumons un peu les grandes lignes de l'effroyable imposture. Volontiers. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le livre de Thierry Messant est divisé en 3 parties. La première partie se nomme « Sanglante mise en scène ». Messant explique que les attentats qui ont provoqué l'effondrement des tours jumelles au cœur de New York et la destruction d'une partie du Pentagone n'auraient pas été réalisés par des kamikazes étrangers. Ils seraient en fait un coup monté, diligenté par une partie du complexe militaro-industriel des États-Unis. Un complot donc interne, destiné à manipuler les opinions publiques pour forcer le cours des choses. Oui, dans le jargon complotiste, c'est une stratégie connue sous le nom de fausse bannière. Le 11 septembre serait donc un inside job, pour parler comme là-bas. La deuxième partie du livre se nomme « Mort de la démocratie en Amérique ». La guerre d'Afghanistan, qui a démarré début octobre 2001, en représailles aux attentats du 11 septembre, et dans le but officiel de capturer Oussama Ben Laden, aurait en fait été longuement préparé à l'avance avec l'aide des Britanniques. Ah, on retrouve ici peut-être l'influence de Larouche. Certainement. En tout cas, le président Bush en profiterait pour mener une croisade contre l'islam. Dans le droit fil d'ailleurs, de la stratégie dite du choc des civilisations. La guerre contre le terrorisme serait finalement un artifice pour suspendre les libertés individuelles en instaurant une forme de régime militaire. Messant fait ici référence au fameux Patriot Act, adopté le 25 octobre 2001, qui permet notamment au gouvernement américain de détenir sans limite et sans inculpation toute personne soupçonnée de projet terroriste. Enfin, la troisième partie du livre se nomme l'Empire attaque. Elle est centrée autour des liens troubles qui existent entre les familles Ben Laden et Bush. Messant insiste également sur le fait qu'Oussama Ben Laden serait une fabrication de la CIA et n'aurait jamais cessé de travailler pour les services secrets américains. La conclusion de Messant est sans appel. Le gouvernement des États-Unis aurait été confisqué par les dirigeants de plusieurs groupes industriels, armement, pétrole, pharmacie, dont ils défendraient les intérêts au détriment de tous. Et pour asseoir leur domination, ces hommes auraient formé un cabinet fantôme. Encore fallait-il qu'un événement capable de retourner l'opinion publique et de redistribuer les cartes ne se produise. Vous commencez à comprendre le scénario, les attaques du 11 septembre arrivent donc à point nommé. Et ce qui est dingue, c'est que le Washington Post va un peu dans le même sens. Dans une enquête publiée, peu après l'adoption du Patriot Act, le Post mentionne l'existence d'un cabinet fantôme, composé d'une centaine de membres, totalement indépendants du Congrès américain. Celui-ci ferait vaciller les bases de la démocratie aux États-Unis. C'est incroyable, des fois, on ne sait plus quoi penser. Alors si on revient pour le coup à notre émission télé, eh bien, Messant livre à Thierry Ardisson de nombreux exemples pour alimenter sa thèse, des exemples qui sont tous plus sidérants les uns que les autres et qui constituent autant d'arguments censés démontrer, selon l'auteur, les nombreuses incohérences de la version officielle. Commençons par le Pentagone. C'est pour Messant la porte d'entrée vers sa théorie. Photo à l'appui, il souligne que le trou par lequel l'avion serait entré dans le Pentagone est trop étroit pour laisser la place au fuselage d'un Boeing.
Il ajoute qu'aucune carcasse d'avion n'a été retrouvée sur les lieux après la catastrophe. Elle ironise même sur le fait que l'avion se serait dématérialisé sous le choc, ce qui lui semble totalement improbable. D'autant plus qu'il affirme que les corps des passagers de l'avion n'ont jamais été retrouvés. Il lui paraît également impossible que les systèmes de défense anti-aériens automatisés situés tout autour du Pentagone, on parle quand même du quartier général de la défense de la plus grande puissance militaire mondiale, n'aient pas été actionnés. Bref, pour Messan, tous ces éléments le conduisent à affirmer qu'il n'y a jamais eu d'avion percutant le Pentagone. Et à partir de là, une logique est enclenchée en tout cas. Si les autorités ont menti au sujet du Pentagone, il n'y a aucune raison que la version officielle concernant le World Trade Center soit vraie. Sur les Twin Towers, Messan stipule ainsi que l'effondrement parfaitement vertical des tours est pour le moins étrange. Ouais, les auteurs de l'effroyable imposture soulignent que de nombreux pompiers qui ont participé aux évacuations ont rapporté de nombreuses explosions en chaîne. Eh bien tiens, écoutons justement un second extrait de Tout le monde en parle, consacré celui-ci au témoignage de ces pompiers. Il se trouve que les pompiers de New York témoignent qu'ils ont vu des explosions à la base de ces immeubles. Les pompiers de New York contestent la théorie officielle de l'effondrement des 2 premières tours par la fragilisation des structures métalliques suite à la combustion des avions. Donc eux, ils ont vu et entendu des explosions à la base des tours. Alors, ils ont recherché de manière très technique, en disant voilà, il y a peut-être des substances explosives qui étaient là. Pour la sécurité des buildings, d'une manière générale, on doit faire la lumière sur ce qui s'est passé. Et depuis qu'ils cherchent ce qui pourrait être la cause de ces explosions, eh bien, on ne l'a pas trouvé. D'où proviennent ces explosions? Donc eux, ils ont demandé une commission d'enquête indépendante, ils ont signé des pétitions, leurs journaux professionnels sont pleins d'articles là-dessus. Et bon, c'est question nationale, on refuse de les écouter. Les pompiers, c'est des gens qu'on met en photo sur les calendriers maintenant, mais surtout qu'ils ne parlent pas. Vous le comprenez aisément, tout cela a de quoi nourrir chez des milliers de téléspectateurs un doute légitime. Un doute qui se traduit immédiatement par l'explosion des ventes de l'effroyable imposture. Quelques jours après l'émission, le livre est déjà en rupture de stock. Dès le lendemain de l'émission, des grands journaux un peu partout dans le monde reprennent l'interview menée par Thierry Ardisson. Ouais, c'est le cas en Arabie Saoudite, dans plusieurs pays en Amérique du Sud ou encore en Russie. Autant de régions du monde qui font pour la première fois la connaissance de cette théorie qui accuse leur ennemi juré, l'Amérique, de mentir au monde entier. La bonne aubaine. En France, Messan devient un phénomène médiatique. Dans les jours qui suivent son passage chez Ardisson, il est invité par plusieurs chaînes à exposer sa théorie. Et là, on est à des heures de grande écoute. Oui, on le retrouve notamment sur France 5, sur M6, et d'ailleurs jamais à ce moment-là la contradiction ne lui est opposée. Le journal Le Monde est ainsi l'un des seuls médias qui conteste, bien encore timidement, les thèses de Messan. Tu dis timidement parce que tu fais référence à un article qui cite des spécialistes infirmant l'analyse de Thierry Messan à propos de l'attentat du Pentagone, mais en tout cas ces spécialistes le font sous couvert d'anonymat. Alors on peut se demander effectivement pourquoi. Tant de questions. Et puis quelques jours après ce passage à la télé, le journal du soir dénonce aussi dans un éditorial l'hypothèse de Messan selon laquelle les États-Unis s'apprêtent à attaquer une nouvelle fois l'Irak, qualifié de folie. Ouais, là pour le coup, le monde n'a pas eu le nez très fin. Petite pique un peu gratuite là, Geoffroy, c'est parce que c'est facile de dire ça quand on connaît la suite de l'histoire. Mais justement, continuons de la raconter cette histoire. Voyant que le succès de Messan ne se dément pas, eh bien le monde décide de pousser un peu plus les investigations. Et c'est ainsi qu'une équipe de journalistes est formée avec le but de réfuter la thèse de l'effroyable imposture. Les photographies des destructions sont analysées, on retrouve des témoins et on interroge les proches des victimes. C'est un vrai boulot qui est fait. Et la conclusion alors de tout ça? Ce vrai boulot, oui, c'est vrai que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Tout en rejetant les conclusions de Messan, le journal Le Monde admet que les informations rendues publiques par Washington ne correspondent pas tout à fait à la réalité. Ah. Un peu tous parano, quoi. Tous parano? Il faut pas être parano comme ça. La relative mansuétude dont les médias télévisuels ont pu faire preuve à l'égard de Thierry Messan ne dure qu'un temps. En avril 2002, le CSA écrit à France Télévisions pour reprocher l'absence de recul critique du présentateur Ardisson lors du passage de Thierry Messan dans l'émission. Des copies de cette lettre sont adressées à toutes les autres chaînes. À partir de ce moment-là, Messan ne sera plus jamais invité à la télévision en France.
Mais avec lui, c'est une mécanique inarrêtable qui est enclenchée. Une première vague complotiste concernant les attaques du 11 septembre déferle alors sur le monde. Une vague, donc, venue de France. Cocorico. Cocorico. À la tienne. Et dans les mois qui suivent, l'effroyable imposture connaît un grand nombre d'éditions à l'étranger. Le livre est traduit en 40 langues. Preuve que l'on a affaire à un phénomène médiatique sans précédent. C'est plus de 3000 essais en relation avec l'effroyable imposture qui vont être édités de par le monde. Certains ouvrages étant promessants et d'autres, et ils sont nombreux, ont pour but de démonter ces thèses. En France, une première contre-enquête qui entend dénoncer les théories développées dans l'effroyable imposture est publiée. On la doit à une journaliste spécialisée de l'extrême droite nommée Fianetta Weiner. Weiner, elle est toujours un peu... jamais calme, quoi, c'est ça? Elle est peut-être un peu en colère parce que c'est la compagne de Caroline Fourest, enfin. Je dis ça pour ceux que ça intéresse. Et toi, ça t'intéresse, ça? Ah, moi, j'adore les petits détails croustillants. Ok, c'était notre seconde people dans Tous Parano. Merci, Geoffroy. Je t'en prie. Bon alors, sans entrer dans les détails de son essai, qui se nomme « L'effroyable imposteur », on peut toutefois mentionner une anecdote intéressante qui en dit long sur la propagation rapide des thèses de Messan dans le monde arabe. Oui, Fianetta Weiner se trouve en Jordanie pour les besoins de son enquête. Elle entre dans une librairie et elle se présente au propriétaire des lieux en lui demandant tout simplement s'il est possible d'acquérir l'effroyable imposture en arabe. Alors, réponse du libraire jordanien, Thierry Messan est l'honneur de la France. Le commerçant est dithyrambique sur l'auteur de l'effroyable imposture. Messan est le français le plus important depuis le général de Gaulle, lui dit-il. L'ouvrage est bien disponible dans la librairie, et Weiner raconte alors qu'elle le trouve en bonne place, au milieu du magasin, et qu'il trône entre Mein Kampf et les protocoles du sage de Sion. En bonne place, en effet. Autre contre-enquête à mentionner, celle menée par deux autres journalistes français, Jean Guinel et Guillaume Dasquier. Oui, alors là, le titre est encore un pastiche de l'effroyable imposture, puisque c'est l'effroyable mensonge. Et si on vous en parle également, c'est parce que Dasquier va être lui aussi invité chez Ardisson. Le 8 juin 2002, pour être précis. Ah, le 8 juin, ça c'est l'anniversaire de ma maman, que j'embrasse du coup. Oh, bisous maman. C'est mignon. Bah, bon anniversaire Brigitte. Je sais que c'est une auditrice attentionnée. Attentive. Ouais, depuis le début. Et de plus en plus complotiste. Ah bah évidemment. Faut pas trop se frotter à Tous Parano, ça rend malade. Bon. Et donc, on revient chez Ardisson. Oui. L'animateur de télé va profiter de cette émission pour faire un peu son mea culpa. Lors de la présentation de l'invité, Ardisson dit notamment qu'il regrette de ne pas avoir pris assez de précautions oratoires pour présenter Messan et confesse que son amour de la science-fiction et de Philippe Cadic, on est lunaire là, explique qu'il se soit laissé embarquer dans les théories fumeuses de Messan. Bah, c'est ce qu'il dit. Et après ce préambule, Guillaume Dasquier, lui, commence l'entretien. Alors, lui, ce qu'il raconte, c'est qu'il invoque la santé mentale défaillante de Messan pour expliquer pourquoi il a écrit ce livre. C'est la seule explication, selon Dasquier, de la dérive intellectuelle de Thierry Messan. Psychiatriser l'adversaire. Vieille technique stalinienne s'il en est. Comme tu y vas. Il apporte quelques arguments quand même. Par exemple, Messan ne s'est jamais déplacé aux États-Unis pour enquêter, se contentant de photographies et d'articles puisés sur Internet. Ça pose quand même question d'un point de vue déontologique, non? Je suis bien d'accord avec toi. Pour des podcasteurs de terrain comme nous, c'en est même choquant. Ouais, tout à fait. Sinon, Dasquier souligne que Thierry Messan s'est servi de faits qualifiés de minuscules, sortis de leur contexte, et donc, en gros, il dénonce surtout la méthode employée, quoi. Et au final, le succès n'est pas vraiment au rendez-vous pour l'effroyable mensonge. Alors bien sûr, ce livre se vend, mais ça n'a rien à voir avec les tirages atteints par l'effroyable imposture. Et c'est donc pas pour ces chiffres de vente stratosphériques qu'on parle de l'effroyable mensonge. Ce qui nous intéresse ici, on est quand même dans un épisode Tous Parano, c'est que Guillaume Dasquier va profiter de son passage chez Ardisson pour donner une définition des théories du complot. Oui, et finalement, c'est l'une des premières fois, si ce n'est la première fois, qu'on va entendre parler de théorie du complot à la télé en France, dans une émission de grande écoute. Aujourd'hui, ça nous paraît normal, mais à l'époque, c'est totalement exotique. Et rien que pour ça, on va l'écouter. Que s'est-il passé? Comment ce type qui était crédible, d'un seul coup, a pu se mettre à raconter, comme vous dites, n'importe quoi? Je crois que, contrairement à ce qu'on pensait, lui et d'autres, ce n'étaient pas des gens qui étaient, comme ils le prétendent, des amoureux
de la vérité, de la transparence. Ce sont des gens qui font commerce, qui vivent en étant persuadés qu'ils sont entourés de complots. Alors, je pense qu'on pourrait en parler longuement, parce qu'aux États-Unis, c'est quelque chose de très connu. Les conspirationnistes, les conspiracy theories, c'est quelque chose de très identifié dans le paysage médiatique, politique américain. Et ça pose très peu de problèmes, parce que les frontières sont très clairement perçues par tous. Le problème, c'est qu'en France, on avait des gens comme ça qui finalement vivaient sur la conspiration, qu'on n'avait jamais remise en cause, parce que jusqu'à présent, la conspiration, dans leur bouche, elle avait bon ton, elle était politiquement correcte, puisque derrière toutes les conspirations, ils voyaient finalement des mercenaires d'extrême droite ou les plus vils homophobes. Donc finalement, c'était des gens qui étaient assez commodes de temps en temps, selon les combats. Alors tout ça, c'est un peu daté, mais c'est quand même intéressant avec le recul. Oui, je trouve aussi. Et ce qui est intéressant, notamment, c'est que Guillaume Dasquier parle des États-Unis comme le berceau du complotisme moderne, alors qu'en l'espèce, c'est quand même tout le contraire qui se passe ici. Comme on l'a vu, la première vague a bien déferlé depuis chez nous, et pas depuis l'Amérique. Et d'ailleurs, les États-Unis sont alors l'un des seuls pays occidentaux où l'effroyable imposture n'a pas encore été publiée. En effet, il faudra attendre le 11 septembre 2002 pour que le livre de Thierry Meyssan paraisse aux États-Unis. C'est un an jour pour jour après les attaques, et ce sera sous le titre 9/11, The Big Lie. Et cette parution va marquer le début de la seconde vague de propagation des théories du complot sur le 11 septembre, une vague cette fois-ci américaine qui va tout engloutir sur son passage. Ça me rend parano. Je suis parano. Je suis parano. Tous parano. La publication de l'effroyable imposture aux États-Unis fait réagir en haut lieu. Quelques jours après sa parution, le département américain de la Défense fait une déclaration officielle sur le sujet. Son porte-parole parle d'une gifle et d'une véritable offense au peuple américain, en particulier à la mémoire des victimes des attentats. Le livre est même considéré comme une menace par le département d'État américain. L'équivalent du ministère des Affaires étrangères. Qui publie, chose rarissime pour un essai de ce genre, une réfutation officielle de ses principales affirmations qualifiées de désinformation internationale. Le traitement très particulier réservé à l'essai de Thierry Meyssan aux États-Unis conforte et nourrit l'extrême droite complotiste américaine dans ses convictions. Rien de plus logique, car le terrain avait été préparé par Lyndon LaRouche, l'effroyable imposture reprenant les grandes lignes des thèses émises par le gourou complotiste. Les théories de Meyssan partent donc à la conquête de l'Amérique. Les grands médias consacrent quelques articles sur le sujet, dénonçant l'idéologie anti-américaine de son auteur, mais sans prendre vraiment au sérieux le phénomène. Car dans la galaxie complotiste, là où se mêlent un site internet confidentiel et radio locales influentes, ces théories, elles, vont bien prendre racine et se fortifier. Parmi les premiers colporteurs de ces idées, citons tout d'abord Alex Jones. On vous a bien sûr déjà parlé plusieurs fois dans Tous Parano de ce personnage à bien des égards incontournable. Enfin, un petit rappel biographique quand même. Ouais, pour le plaisir. Alex Jones, c'est le pape de la complosphère américaine. Né à Dallas en 1974, il grandit dans une banlieue résidentielle. Issu de la classe moyenne, il est le fils d'un dentiste et d'une mère au foyer. Et lorsqu'il termine ses études secondaires, a lieu le siège de Waco. Le siège de Waco, c'est un événement qui se déroule au printemps 93. Durant 51 jours, quand même, les forces de police fédérales assiègent un ranch où est retranchée une secte apocalyptique surarmée, on les appelle les Davidiens, qui est dirigée par un gourou nommé David Koresh et qui prétend être le dernier prophète et fils de Dieu. Et le 19 avril, la police donne l'assaut final. Le bilan humain est très lourd. 86 personnes trouvent la mort, dont 25 enfants. Et c'est un événement qui traumatise la frange de l'Amérique, la plus hostile à l'État fédéral, et qui est versée dans la religion. Faut dire qu'il s'agit de l'action la plus meurtrière menée par le gouvernement américain contre ses propres citoyens. Et ça depuis la guerre de sécession, quand même. Ouais, c'est pas n'importe quoi, et en tout cas, le jeune Alex Jones, il est bouleversé par cette tragédie, et comme il le reconnaît volontiers, cet événement a été pour lui décisif. Jones se lance, à partir de là, dans une croisade contre le gouvernement américain.
Il aime les médias aussi. Dès sa sortie du lycée, il travaille comme animateur dans une radio locale où il répand donc ses théories. Et alors qu'il est à l'antenne, survient l'attentat à la bombe d'Oklahoma City qui fait 168 morts. Là, nous sommes le 19 avril 1995. L'enquête officielle a établi rapidement la culpabilité d'un suprémaciste blanc nommé Timothy McVeigh. Son mobile vengeait les morts de la tuerie de Waco. Et pour faire passer son message, il a visé un immeuble fédéral le jour du 2e anniversaire du siège de la secte des Davidiens. Mais pour Alex Jones, la réalité est tout autre. Celui-ci accuse le gouvernement fédéral d'être derrière l'attentat. Et voilà, déjà. En tout cas, dans la foulée, il produit et anime sa première émission télé sur le câble, qui est reprise par plusieurs chaînes locales. Mais en 99, en raison de ses propos de plus en plus radicaux qui font fuir les annonceurs, il est mis à la porte. Et là, il fonde InfoWars, sa propre plateforme en ligne, qui devient vite le site le plus en vue de diffusion des théories du complot. Alex Jones a alors carte blanche pour propager sa vision paranoïaque. Le nouvel ordre mondial devient son cheval de bataille. Mais oui, voilà, il nous avait d'ailleurs emmené faire un petit tour dans les bois, justement dans l'épisode que nous avions consacré au New World Order. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, évidemment, allez-y, c'est un petit bol d'air frais avec Alex Jones. Et pour lui, effectivement, chaque attentat cache en réalité une opération du gouvernement américain, ce qui lui permet de justifier sa politique liberticide et de préparer l'avènement d'une dictature. C'est ainsi que lorsque surviennent les attentats du 11 septembre, il considère tout naturellement qu'à l'instar des attentats d'Oklahoma City, l'effondrement des tours jumelles et le crash sur le Pentagone sont le fruit d'un complot intérieur. Et puis surtout, le 11 septembre, ça va permettre à Alex Jones de doper son audience. Ces événements marquent donc le début d'une spectaculaire ascension qui amènera Jones, quelques années plus tard, à revendiquer près de 2 millions d'abonnés à sa chaîne InfoWars. Un petit peu plus que tous parano. Allez, écoutons-le au lendemain de l'attaque des tours jumelles. Mesdames et messieurs, c'est une émission spéciale. Je veux que vous compreniez bien cela. C'est l'Amérique qui a fait ça. Et je vous le dis, il y a 9 chances sur 10 que ce que vous avez vu derrière vos écrans montre que c'est le gouvernement qui a mis des bombes. Le créateur du World Trade Center a bien dit que c'était impossible autrement. J'ai interrogé d'autres ingénieurs dans mon émission radio qui disent que c'est une histoire bidon, qui disent que les étages n'ont pas pu s'effondrer comme ça. Qu'en chutant, l'immeuble aurait dû se tordre sur le côté, se casser net et non s'effondrer sur lui-même en 5 secondes symétriquement. Lorsque la première tour s'est effondrée, il y a eu une énorme explosion. Ça a fait boum 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 boum, exactement comme quand on démolit un immeuble à Las Vegas, et puis ça fait crrrr. Tout ce dont ils ont besoin, c'est un prétexte pour vous duper et instaurer la loi martiale dans ce pays. Ils n'appelleront pas ça la loi martiale, mais ils diront que c'est pour votre sécurité. Je veux que tous, vous compreniez bien quelque chose. Nous n'en sommes qu'au début. Tous parano, tous parano, tous parano. Peu à peu, le 11 septembre va devenir l'obsession de l'extrême droite complotiste américaine. Un livre majeur sur le sujet sort aux États-Unis en 2002, reprenant les éléments apportés par Alex Jones, par Thierry Messant et par Lyndon LaRouche. Cet ouvrage est nommé Painful Questions. Ouais, les questions qui font mal. Et cet essai fait sensation dans le petit milieu qui s'intéresse à la question. Si on vous en parle, c'est parce que c'est la première fois qu'est formulée avec méthode la démonstration que les tours du World Trade Center ont fait l'objet, je cite, d'une démolition contrôlée. En clair, ce n'est pas l'incendie qui a fait suite au crash des avions qui a provoqué l'effondrement des tours jumelles, mais bien des bombes qui ont été disséminées à plusieurs endroits des 2 buildings, notamment à sa base. Inconnu du grand public, l'auteur de ce livre s'appelle Eric Hufschmidt. Il est ni architecte, ni chimiste, mais il s'est lancé dans une étude approfondie de la structure des Twin Towers sur son blog. À l'origine de sa curiosité, la lecture d'une revue qui s'appelle Fire Engineering Magazine, quelques mois après le 11 septembre. Eric Hufschmidt y découvre notamment qu'aucun immeuble possédant une structure en acier, c'est le cas des tours jumelles, ne s'est jamais effondré suite à un incendie, ni aux États-Unis, ni ailleurs. L'article en question réalise notamment une comparaison avec l'incendie d'un gratte-ciel à Philadelphie. Le Meridian Plaza, haut de 150 mètres, est touché par un incendie pendant 19 heures quelques années plus tôt, sans que la structure ne vacille d'un poil, dit-il. Oui, 19 heures ce n'est pas rien, car pour rappel, la tour 2 s'est effondrée en moins d'1 heure après le départ de l'incendie, la tour 1 après moins de 2 heures. Enfin, si les bâtiments sont faits du même acier, ils n'ont pas la même structure. On compare des choses qui ne sont peut-être pas directement comparables.
Ceci expliquerait en partie que les tenants de la thèse de la démolition contrôlée restent marginalisés à ce moment-là. Puis surtout, ce qu'il faut dire, c'est que les travaux de la commission officielle d'enquête parlementaire sur le 11 septembre, la commission Keane, viennent de débuter. Commission Keane, présidée par l'ancien gouverneur du New Jersey, Thomas Keane donc. Cette commission comprend 5 membres du Parti démocrate et 5 membres du Parti républicain. Et elle suscite beaucoup d'attentes. Pendant 18 mois, les commissaires vont interroger 1200 personnes, inspecter plus de 2,5 millions de pages de documents, dont des documents classifiés. Et le 22 juillet 2004, les conclusions de la commission sont rendues publiques. Mais à peine dévoilées, elles sont immédiatement contestées. Premièrement, plusieurs associations des victimes du 11 septembre accusent les commissaires de conflits d'intérêts. Alors on ne va pas rentrer dans les détails, mais tout y passe. Collusion avec le gouvernement Bush, avec les compagnies aériennes, avec l'industrie pétrolière, l'Arabie Saoudite et donc par extension la famille Ben Laden, même la CIA en fait. Chaque membre de la commission peut être relié de près ou de loin avec l'un ou l'autre de ses protagonistes. Et deuxièmement, pour des raisons liées à la sécurité nationale, le rapport public a été expurgé d'une très grande partie de son contenu. C'est classique. Et ça, on peut le comprendre. Mais il n'empêche que la déception est grande. Il n'y a pas de révélation. En effet, de nombreux Américains qui se lancent dans la lecture du rapport ont l'impression de relire peu ou prou ce que les journaux avaient déjà écrit dans leurs articles. Aucune information nouvelle n'est véritablement amenée à la connaissance du public. Ben Laden et Al-Qaïda sont derrière les attentats. Les tours jumelles se sont effondrées suite à l'incendie provoqué par le crash des avions. Enfin, tout ça, on le savait déjà, pourrait-on dire. Et troisièmement, pour expliquer l'inexplicable... Comment se fait-il, par exemple, que le détournement des avions ait pu se produire sans susciter la moindre riposte des forces antiaériennes, ou encore comment expliquer que les terroristes aient pu passer si facilement entre les mailles du filet des agences de renseignement? Eh bien, la commission se borne à reconnaître des défaillances de la CIA et du FBI qui ont permis aux attentats terroristes d'avoir lieu. Tous parano. Moi, je suis parano. Bien que le 11 septembre soit explicitement considéré, je cite le rapport, comme le plus grand échec des services de renseignement américains de l'histoire du pays, eh bien tout cela paraît un peu léger. Surtout aux yeux de quelqu'un comme Jimmy Walter, qui lance en réaction une campagne pour rouvrir l'enquête. Ah, Jimmy Walter, encore un personnage au parcours déroutant, comme on les affectionne dans Tous Parano. Ah, on les adore. Et Jimmy Walter, alors on va vous le présenter, il est né en 1947, il est issu d'une famille très riche, qui a fait fortune dans le bâtiment. Jeune, il s'oppose à la guerre du Vietnam, il exerce ensuite quelques emplois, notamment dans la finance à New York dans les années 80, et puis en 91, en fait, il écrit un livre qui s'appelle Banzai You Bastards. Ah, ça ferait un bon nom de groupe de rock, ça. Qui retrace les abus dont ont été victimes des milliers de civils japonais emprisonnés préventivement, on va dire, dans des camps militaires sur le sol américain pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à la mort de son père, Walter hérite d'un petit pactole, environ 15 millions de dollars. Il décide alors de consacrer sa fortune à des causes qui lui tiennent à cœur. Il crée ainsi une fondation d'aspiration écologiste. Et en parallèle, il finance aussi divers programmes, notamment de réinsertion des délinquants qui sortent de prison. On le voit donc, que même s'il est millionnaire, il se situe plutôt sur la gauche du spectre politique. Oui, ça change un peu, mais quand les attaques du 11 septembre se produisent, lui non plus, en tout cas, n'est pas convaincu par le récit mis en place par les autorités. Et donc, il commence à s'intéresser de près aux théories alternatives qui commencent à pulluler là sur le net. Et en réponse aux conclusions de la commission Keane, Jimmy Walter décide de fonder un site qu'il nomme reopen911.org, un site internet qui est consacré à la découverte de la vérité sur ce qui s'est réellement passé le 11 septembre 2001. C'est comme ça qu'il se présente, un site qui va faire des petits un peu partout, et notamment en France. Et en parallèle, il achète une pleine page dans le New York Times et dans le Wall Street Journal pour faire la promotion de son organisation. Il finance aussi plusieurs spots télévisés de 30 secondes qui seront diffusés sur CNN, Fox News, ESPN, la chaîne sportive. Et il propose une récompense d'1 million de dollars à qui lui apporterait la preuve scientifique que l'incendie et les frappes des avions ont pu faire s'écrouler les Twin Towers.
Et il se fait aussi producteur de films et sort un documentaire nommé Confronting the Evidence, dans lequel il conteste la responsabilité d'Al-Qaïda dans les événements. Il diffuse même gratuitement ce film. 300 000 DVD sont distribués. Écoutons Jimmy Walter nous présenter son documentaire. Quand j'ai vu ces énormes poutres en acier qui volaient vers le haut comme vers le bas, suivis par des nuages empoisonnés de fumée et de débris, ça a été une épiphanie. J'ai su qu'on avait posé des explosifs. Regardez s'il vous plaît le film qui va suivre que j'ai produit en 2004 à New York sur le 11 septembre. Et voyez, comme on dit dans Matrix, ô combien ce puissant fond est sans fin. Préparez-vous, le réveil risque d'être difficile. Sa thèse à l'époque est la suivante. Des agents secrets du gouvernement américain seraient montés à bord des 4 avions détournés. Les 4 avions auraient atterri dans un endroit tenu secret et auraient été remplacés dans le ciel par des drones télécommandés qui auraient ensuite été projetés contre les 2 tours du World Trade Center, mais aussi contre le Pentagone, et puis dans un champ en Pennsylvanie. Le tout afin de créer un prétexte pour déclencher les guerres en Afghanistan et en Irak. Donc ces thèses sont un petit peu quand même extrêmes, mais il décide de mieux faire connaître sa théorie à l'étranger, et pour cela, il organise une série de conférences dans le monde. Série de conférences baptisée The Reopen 9/11 Tour. Walter, comme une rockstar, enrôle alors de nombreux auteurs, donc Eric Schmidt, notre spécialiste en structure de gratte-ciel dont on vous a parlé, et notre Thierry Messant national. Et entre mai et juin 2005, la tournée passe par l'Europe, avec plusieurs dates organisées en Allemagne, aux Pays-Bas, en France aussi, au Royaume-Uni, en Espagne, en Autriche, en Italie également. Et parmi les conférenciers, on va aussi vous parler d'un certain William Rodriguez, parce que lui, son cas est particulièrement intéressant, puisque c'est un survivant des attentats du 11 septembre. Celui-ci travaillait comme agent de maintenance au World Trade Center à New York. Et écoutez bien, le jour des attentats, Rodriguez aurait sauvé à lui seul 15 personnes. Respect quand même. En fait, Rodriguez était muni d'un pass ouvrant les portes des cages d'escalier de la tour 1. Et ça lui a permis d'aider les pompiers à accéder aux escaliers. Et il a aussi largement contribué au secours, à l'évacuation. Et il aurait même été la dernière personne à être sortie saine et sauve de la tour 1 du World Trade Center quelques minutes avant l'effondrement. De quoi lui donner une certaine aura et une vraie légitimité, on le comprend aisément. Et ce qui nous intéresse particulièrement ici, c'est qu'il affirme avoir clairement entendu une explosion dans le sous-sol de la tour 1, et ce, un instant avant que l'avion ne percute ses étages supérieurs. De quoi nourrir la thèse de la démolition contrôlée. En tout cas, Rodriguez va acquérir très vite une certaine notoriété, et avec d'autres. Il va être la figure de proue d'une nouvelle organisation, une coalition hétéroclite, qui va devenir le fer de lance de la contestation de la version officielle du 11 septembre, le Truth Movement. Le 9/11 Truth Movement, qui peut être traduit par Mouvement pour la vérité sur le 11 septembre, est le nom adopté par des associations et des personnalités qui remettent en question la version officielle des attentats. C'est un mouvement né aux États-Unis en 2004 et qui a, par la suite, essaimé un peu partout dans le monde. À la suite de Jimmy Walter, les membres de cette organisation militent pour la rouverture d'une enquête indépendante sur les attentats. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'avec le Truth Movement, la conspiration sort du ghetto de l'extrême droite dans laquelle elle était jusqu'ici confinée. Oui, d'une part, les adhérents du mouvement sont issus de milieux sociaux diversifiés. On y trouve aussi bien les familles des victimes que des intellectuels. Et d'autre part, le mouvement attire des activistes de gauche, des conservateurs, des militants libertaires. Les membres du Truth Movement contestent l'étiquette de complotistes. Ils se font appeler les truffeurs et communiquent principalement par Internet, se rencontrant régulièrement dans des réunions, des conférences et tout un tas de manifestations. Plusieurs sous-organisations s'inscrivent dans ce mouvement. Pour n'en citer que quelques-unes, Architects and Engineers for 9/11 Truth, donc là, architectes et ingénieurs, Pilots for 9/11 Truth, donc là, des pilotes d'avion, et Scholars for the 9/11 Truth. Oui, là, c'est les universitaires. Vous comprenez bien l'intitulé de
ces sous-organisations qu'on a affaire à chaque fois à de vrais spécialistes dans leur domaine. Ce qui est quelque chose de nouveau. Et surtout, cela va permettre aux truthers d'affirmer recenser, comme jamais jusqu'alors, les erreurs, les confusions et les contradictions émises par le gouvernement américain et ces idées infusent, même dans certains médias grand public. Oui, on peut le constater aisément en ce moment-là, même dans la presse en France. Ah, par exemple, tu penses à quoi là ? Par exemple, Le Monde Diplo ou encore l'Huma, dans lesquels on lit des articles qui, à cette époque, accusent les faucons de la Maison-Blanche, en particulier le vice-président Dick Cheney et le secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld d'avoir clairement mis à profit les événements du 11 septembre dans le but non avoué de faire main basse sur les réserves de pétrole du Moyen-Orient. Et aux États-Unis, un documentaire produit par Architect and Engineer for 9/11 Truth devient même le programme le plus partagé et le plus regardé sur le site national de PBS. PBS, c'est l'équivalent US d'Arte en gros. Et dans les librairies, les ouvrages d'un certain David Ray Griffin, professeur de philosophie et membre éminent des Scholars for 9/11 Truth, cartonnent. Dans l'un de ses livres, il fournit alors une liste de 115 arguments qui démontrent que la version officielle des attentats ne tient pas. Griffin qui, au passage, qualifie le rapport de la commission Keane sur le 11 septembre d'un mensonge de 571 pages. On reviendra plus tard sur l'œuvre de ce monsieur. En attendant, on va dire quelques mots sur un film qui va hisser les théories du complot du 11 septembre à un tout autre niveau. Toi, tu veux parler de Fahrenheit 9/11 ? Eh ben évidemment, le documentaire de Michael Moore qui va devenir un véritable phénomène de société outre-Atlantique, mais aussi chez nous. Tous parano. Pour comprendre comment ce phénomène est né, commençons par un petit rappel historique. Début 2003, alors que la guerre en Afghanistan s'enlise et que Oussama Ben Laden reste toujours aussi introuvable, les États-Unis proclament que Saddam Hussein, le président de l'Irak, développe un programme d'armes de destruction massive et qu'il est complice des attentats du 11 septembre. On le sait avec certitude aujourd'hui, on était très nombreux à s'en douter à l'époque, l'administration Bush a manipulé l'opinion publique pour entrer en guerre contre le régime de Saddam. Et de fait, le 20 février 2003, les Américains, à la tête d'une coalition internationale, envahissent l'Irak. L'opinion publique se retourne. Signe de ce retournement, des manifestations monstres contre la guerre en Irak, notamment en Grande-Bretagne, en Espagne, en Italie, un petit peu aussi en France, réunissent plusieurs millions de personnes. La guerre en Irak va devenir le carburant du complotisme. La gauche contestataire va faire de George W. Bush son épouvantail et elle va devenir, après l'extrême droite, tout aussi obsédée par le 11 septembre. C'est ainsi que remettre en question le 11 septembre n'est plus un tabou. Et le personnage le plus emblématique de ce tournant, c'est donc Michael Moore. À l'approche de la présidentielle américaine de 2004, le cinéaste engagé, auteur de plusieurs documentaires primés, décide de rejoindre la croisade contre la réélection de Bush. Fahrenheit 9/11 sort finalement quelques semaines avant les élections. Et c'est un énorme succès. Le film réalise le record de recettes pour un documentaire avec 120 millions de dollars aux États-Unis et plus de 220 millions de dollars dans le monde. En France, 2 millions de personnes vont voir Fahrenheit 9/11 dans le salle quand même. Un succès public indéniable mais aussi critique. Le film obtient la Palme d'Or à Cannes. Alors, qu'est-ce qu'on y découvre dans ce documentaire, Gaël ? Eh bien, Fahrenheit 9/11 révèle que Bush et ses partisans ont manœuvré pour assurer leur victoire aux élections américaines en 2000, en truquant le recomptage des bulletins de vote, et puis surtout le film établit les liens troubles qui existent entre la famille Bush et la famille Ben Laden. Bon, je ne résiste plus, écoutons un extrait de ce documentaire. Dans les jours qui suivirent le 11 septembre, l'ensemble du trafic aérien sur le territoire fut interrompu. Mais honnêtement, qui avait envie de prendre l'avion ? Personne. Excepté les Ben Laden. Le gouvernement a autorisé certains vols permettant à des membres de la famille Ben Laden ainsi qu'à d'autres Saoudiens à quitter le territoire des États-Unis. Il s'avéra que la Maison-Blanche avait autorisé des avions à transporter les Ben Laden et de nombreux autres Saoudiens. Pas moins de 6 jets privés et d'une vingtaine de vols commerciaux transportèrent les Saoudiens et les Ben Laden loin des États-Unis, après le 13 septembre. En tout, 142 Saoudiens, parmi lesquels 24 membres de la famille Ben Laden, furent autorisés à quitter le pays. Voici Jack Clunan, agent du FBI à la retraite.
Avant le 11 septembre, il était chef de la force spéciale du FBI et de la CIA chargé de surveiller les activités d'Al-Qaïda. Si on m'avait chargé de l'enquête, je n'aurais pas voulu que ces gens partent. Je pense que dans le cas de la famille Ben Laden, il aurait été plus prudent de les convoquer et d'enregistrer leur déposition. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais d'habitude, quand la police recherche un criminel, ne va-t-elle pas d'abord interroger des membres de sa famille pour savoir où il pourrait bien être ? Comme vous avez pu l'entendre, il y a indéniablement une patte complotiste dans ce film. En même temps, comme Michael Moore est de gauche, ça passe, quoi. Oh, tout de suite. Bah, t'es pas d'accord ? Non. Déjà, ça passe peut-être ici, et c'est vrai qu'on ne l'a pas accusé de complotisme dans les grands journaux français, par exemple, mais aux États-Unis, c'est pas pareil. Malgré son succès en salle, le film n'est pas sacré aux Oscars, trop sulfureux, apparemment. Et puis surtout, il est malin, Michael Moore. Jamais il ne dit explicitement que Bush est derrière les attentats, bien qu'il parvienne à monter en épingle le rôle clé du fameux complexe militaro-industriel. En tout cas, t'es quand même d'accord qu'il arrive très très bien à instiller le doute dans son film. Ouais, je vais pas te contredire là-dessus. Il a clairement joué un rôle dans l'extension des théories alternatives sur le 11 septembre. C'est vrai qu'après avoir vu Fahrenheit, c'est difficile de ne pas se dire qu'il y a quelque chose qui cloche avec George W. Bush. Bah oui. Et puis il y a le choc des images. Une séquence assez hallucinante qui a fait le bonheur de Michael Moore dans Fahrenheit 9/11. Le matin du 11 septembre, le président Bush est en visite en Floride. Au moment des attaques, il est précisément dans une école primaire à Sarasota. Bush est assis là, sur une chaise, devant une vingtaine d'élèves, il est en train de leur lire une histoire, et puis un membre du Secret Service vient lui susurrer à l'oreille qu'un avion s'est crashé sur le World Trade Center. Réaction du président ? Aucune. Pas d'émotion manifeste. Il reste stoïque et continue de lire son histoire. Ouais, c'est là de quoi étonner en effet, pour qui a maté des séries par exemple comme 24 heures. On voit bien qu'au moindre doute sur la sécurité du président, eh bien les membres des Secret Service l'exfiltrent immédiatement pour l'emmener au plus vite en lieu sûr. Oui, selon la procédure standard, le président aurait dû directement être déplacé dans un endroit sécurisé. Mais là, rien de tout ça. Bush continue sa lecture devant les enfants pendant 10 minutes. Il reste ensuite 20 minutes de plus au sein de l'établissement scolaire, le temps d'une conférence de presse improvisée. Ouais, enfin improvisée parce que, évidemment, avec cette venue dans l'école, il y avait pas mal de journalistes présents dans les lieux pour suivre donc cette visite présidentielle. Et pas un moment, le Secret Service se dit que cette école pourrait être la cible d'une attaque. Le fait que l'emploi du temps du président ce jour-là était connu du public aurait pourtant dû suffire pour l'évacuer d'urgence. Non seulement pour le protéger, le président, mais aussi pour assurer la sécurité des enfants et des professeurs de l'école. Et c'est même l'argument contraire qui est utilisé par l'administration Bush. Quelques jours plus tard, le porte-parole de la Maison-Blanche est interrogé sur le manque de réactivité du Secret Service. Et alors il explique qu'il a été jugé préférable à ce moment-là d'éviter de paniquer les élèves de l'école avec un départ trop rapide du président. Fin de citation. C'est quand même un argument incroyable. Ah bah, faut le croire en tout cas. Et pour les complotistes, cet épisode, certes un peu anecdotique, permet de déduire que le Secret Service savait pertinemment que le président n'était pas menacé par une attaque imminente, et donc que les autorités étaient au courant du déroulé précis des attentats. D'ailleurs, lorsque Bush décolle d'Air Force One, peu après dans la matinée, eh bien c'est pour retourner à la Maison-Blanche. Donc, à quelques kilomètres du Pentagone, où un avion détourné vient de s'écraser, n'y aurait-il pas des destinations plus sûres que celles qui consistent à revenir immédiatement dans l'une des zones ciblées par les terroristes ? Ouah, de quoi rendre complètement parano. Bon. C'est pas que c'est inintéressant ce qu'on est en train de dire, mais je viens de me rendre compte qu'il n'y a plus rien à boire en fait. Ah ouais. Peut-être qu'il va falloir aller chercher une seconde bouteille, non ? Ouais. Bon, bah après avoir descendu la une, on va attaquer le château Latour numéro 2. Bon, avec tout le respect évidemment pour les victimes, je vais mettre du temps à aller la chercher. C'est dans ma cave, tu sais. Bah, du coup, on va se quitter un petit moment, mais c'est pour mieux se retrouver dans la seconde partie de notre épisode. Ah ouais, petite surprise, on vous a concocté un épisode double pour notre retour. C'est pas super ça ? C'est double de travail, mais bon. Je propose quand même qu'on termine cette première partie avec un petit interlude musical, du coup. Natürlich. Alors, tu proposes quoi ? Eh bien, un petit morceau de Steve Reich. Ah, génial. Ouais, mon compositeur américain de musique contemporaine préféré, new-yorkais, qui est plus est. Et un morceau interprété par sa formation fétiche, le Kronos Quartet. Ouais, génial. Oui, toi t'aimes bien aussi. Donc le morceau est intitulé World Trade Center 9/11, histoire de rester dans l'ambiance.
Oui, ambiance un peu glaçante. On vous prévient quand même. They came from Boston, going to LA, and I heard south. You're on the run. You're on the run. The plane was aiming towards the building.